BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler d'un coup de pression, celui de BlackRock qui nous met à nous, Européens, en tout cas aux grands acteurs de la finance, en matière de tokenisation d'actifs réels. On avait de l'avance en Europe, notamment avec des acteurs comme SG Forge, la filiale de la Société Générale qui innove, mais aussi, on verra dans cette émission, on aura avec nous notamment le cofondateur de la société Usual, qui avance aussi dans cette matière-là et bien d'autres, évidemment. Mais BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, qui est américain, a mis un grand coup de pied dans la fourmilière avec le lancement de Build, son fonds tokenisé sur la blockchain Ethereum. Les États-Unis ont-ils déjà trop distancé le peloton européen en la matière de tokenisation d'actifs ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Tellier. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Journaliste à The Big Whale. Exactement. Et dans quelques instants, Adlit Akelbataï, administrateur du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital, et je le disais, cofondateur de Usual, sera avec nous et on parlera de ces sujets avec lui. Louis Tellier donc, on peut peut-être pour commencer faire un petit rappel, un petit état des lieux de où on en est en Europe dans la tokenisation d'actifs réels. D'ailleurs, sur le site de The Big Whale, on a beaucoup d'articles en la matière à retrouver si vous voulez aller y jeter un œil. Louis, déjà, avant de parler du lancement du fonds tokenisé de BlackRock, en Europe, depuis, on va dire, quelques semaines, quelques mois même, ça a pas mal bougé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui chez nous sur le continent européen ? Alors, où on en est, en fait, on vient de finir une période d'expérimentation. Donc, si vous avez un petit peu suivi, il y a eu quelques expérimentations, donc des émissions en fait de titres qui existent dans le monde traditionnel et qui ont été représentés sur une blockchain. Pour le moment, en fait, c'est des expérimentations parce que, en quelque sorte, ceux qui mènent ces expérimentations s'envoient entre guillemets mènent des expérimentations pour voir un petit peu comment le setup fonctionne et comment est-ce que tout ça réglementairement pourrait marcher. On estime aujourd'hui, en tout cas, les banques qui sont plus au centre du jeu financier, un petit peu plus qu'aux États-Unis. En fait, c'est un petit peu elles qui ont les cartes en main avec les gestionnaires d'actifs. On pourra peut-être y revenir avec l'annonce de BlackRock. Et en fait, si vous voulez, elles ont un petit peu acté le fait qu'on sait que ça marche, on sait que c'est plus efficient pour faire voyager les titres financiers. Ça va probablement moderniser les infrastructures financières qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, vous pourrez demain, avec la blockchain, échanger, c'est souvent l'exemple qu'on prend, échanger une action totale directement contre une action Société Générale, puisque vous en avez parlé jusque-là. Aujourd'hui, en fait, quand vous voulez effectuer cette opération, il faut d'abord revendre l'action totale et ensuite acheter, donc après avoir revendu, la Société Générale. Avec la blockchain, ce qui est intéressant, c'est que les deux actifs, potentiellement, pourraient s'échanger. Donc vous imaginez bien le gain gagné. Donc aujourd'hui, on a fini cette période d'expérimentation et maintenant on va passer aux produits qui vont être lancés sur le marché et c'est là où BlackRock intervient et c'est là qu'il y a eu une news intéressante, c'est que BlackRock s'est risqué à commercialiser un produit en le proposant au marché directement sur la blockchain alors qu'en Europe on n'y est pas encore. Bon, donc en Europe, si je résume, on a fait des expérimentations, on voit que ça marche, on a lancé des choses. Est-ce qu'on peut dire qu'on avait une certaine avance ? Alors on avait une certaine avance dans le sens où on a rapidement mis sur pied une réglementation avec un point essentiel, c'est qu'on actait le fait, en fait, qu'un titre financier qui est émis sur la blockchain reste un titre financier, ce qui n'est pas forcément aussi clair aux États-Unis. Dans ce sens-là, on avait de l'avance. Techniquement, on avait aussi de l'avance parce qu'aujourd'hui, on sait que ça marche. Il y a eu SG Forge, vous l'avez beaucoup évoqué dans l'introduction à Amaury, qui a émis son stablecoin, alors qui n'est pas encore complètement opérationnel, mais qui est déjà présent sur la blockchain, a déjà effectuer une opération de refinancement, donc avec un protocole de finance décentralisée, c'était il y a un peu plus d'un an, avec MakerDAO, en utilisant donc le stablecoin DAI, qui est un stablecoin décentralisé. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, techniquement, on est bon. Là où on a pris un petit peu de retard, effectivement, c'est dans le lancement des produits opérationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, techniquement, on n'a pas vraiment de produits proposés au marché, et c'est dans ce sens-là qu'on peut juger être en retard par rapport aux Américains. Pourquoi est-ce que potentiellement ça peut être entre guillemets grave ? C'est qu'en fait, BlackRock a réussi le tour de force de proposer, comme je le disais, un produit opérationnel au marché et surtout, ce produit-là, il était destiné à l'écosystème crypto. Et c'est peut-être là où on est un petit peu en retard, c'est que en Europe, les grandes institutions financières, donc les BNP, les Société Générale, les grandes banques, les gros asset managers aussi, ont un peu plus de mal à nouer des partenariats. Ils restent entre eux. Alors voilà, ils restent entre eux ou alors ils s'associent avec des startups qu'ils ont plus ou moins contribué à créer. Mais ce qui est normal, c'est parce qu'en Europe, on a une réglementation qui est quand même
très encadrante vis-à-vis des banques, particulièrement depuis la crise de 2008. Et donc ces banques-là ont un risque, on va dire, ont une appétence au risque qui est beaucoup moins importante, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Et dernier point aussi, pour différencier peut-être ce que BlackRock a lancé par rapport aux banques, BlackRock est un asset manager, et c'est un asset manager le plus puissant de la planète, c'est-à-dire qu'il gère à peu près plus de 10 000 milliards d'actifs. Gestion, donc, s'il y avait bien un acteur qui pouvait se permettre de dépenser en R&D, en recherche et développement, de dépenser aussi en juridique, parce que ça a des coûts faramineux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un terrain inconnu avec la crypto, c'était bien BlackRock qui pouvait être susceptible de lancer ce type de produit, alors que pour une banque, c'est un peu plus compliqué. Adli Takalbataï nous a rejoint. Bonjour Adli. Bonjour. Adli, administrateur du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital, mais aussi, je le disais en introduction, cofondateur de Usual, dont on parlera dans quelques instants dans cette émission. Adli, on a commencé avec Louis par faire un peu un état des lieux de la tokenisation d'actifs en Europe. Il y a quelques jours, BlackRock a lancé son fonds tokenisé. Est-ce que ça menace, enfin ça menace pas forcément, mais est-ce que BlackRock prend une longueur d'avance conséquente sur ce qui se passe chez nous en Europe en lançant ce fonds-là? Moi, je ne suis pas persuadé qu'on ait eu à un moment une longueur d'avance. D'un point de vue expérimentation et tech, on a toujours plus ou moins une longueur d'avance. Par contre, d'un point de vue produit et opérationnalité, généralement, on touche un peu à côté, notamment à cause de nos gros biais que les institutionnels veulent faire des trucs entre eux. En Europe, on a quand même été les rois pour dire que la crypto c'est sale, la blockchain c'est propre. Et on en souffre encore. Mais alors là, justement, moi j'ai une question pour vous, Adli, c'est que, ok, on peut dire la crypto c'est sale, mais là, dans la tokenisation d'actifs réels, est-ce qu'on peut dire que c'est pas vraiment de la crypto, qu'on utilise plutôt justement la technologie blockchain? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a un retard chez nous en Europe? Le problème, c'est que la technologie blockchain, telle que c'est pensé dans la tête des institutionnels, notamment tous ceux qui ont commencé justement leurs expérimentations un peu 2017, 2018, 2019, c'est de penser les réseaux de manière permissionnée, de pas trop vouloir aller sur du permissionnless, même si Forge l'a fait, pour le coup, ils ont même fait quelque chose avec Maker, mais toujours dans des environnements très, très contrôlés, très cloisonnés. Et pour l'instant, j'ai pas vu de grandes institutions, justement à part Forge, à la rigueur, qui parlaient d'émettre des choses directement sur Ethereum, par exemple. On voit beaucoup d'expérimentations des banques centrales qui vont jouer avec leur blockchain maison, on voit des banques qui jouent avec leurs infra-maisons aussi, mais on voit très peu d'expérimentation on-chain. La force de BlackRock, c'est de dire, bon ben là, voilà, j'ai print sur Ethereum. Bon, bien sûr, c'est conditionné, etc. Ethereum, pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle, c'est une blockchain publique, et effectivement, d'autres institutions financières, que ce soit en Europe ou à l'international, l'ont fait, mais sur des blockchains privées, donc c'est plus pour... À part Forge, c'est quand même leur donner. À part Forge, voilà, non, mais c'est intéressant. Mais pour vous, alors Forge, c'est l'acteur, est-ce qu'on peut dire, Louis, que SG Forge aujourd'hui, c'est l'acteur qui a le plus avancé en Europe en la matière? Jusqu'à BlackRock, effectivement, même peut-être... alors. En Europe. On va se risquer même à peut-être dire dans le monde, puisque c'était la première banque au monde à lancer un stablecoin. Alors après, il peut y avoir des critiques vis-à-vis de ce stablecoin qui aujourd'hui en fait n'est pas complètement opérationnel. Certes, il est lancé, mais il ne circule pas vraiment, ou il circule à titre d'expérimentation. Mais effectivement, en fait, Forge, pendant longtemps, en tout cas de ce qu'on voit publiquement, était la banque la plus avancée. Évidemment, il y a JP Morgan aussi qui avançait vraiment beaucoup, c'est-à-dire que dans l'article dont vous faisiez référence en introduction, qu'on a sorti ce matin, il y a David Durouchou, donc, qui est un directeur chez Société Générale, qui disait effectivement que l'énorme problème de l'Europe, c'est que chez JP Morgan, ils sont à peu près 200 à 300 à travailler sur ces sujets blockchain. En fait, ce ratio-là, il est quasiment divisé par 4 quand on parle de l'Europe. Donc ça peut être effectivement un problème déjà maintenant et sur le long terme. Et est-ce que, Louis, la différence avec les États-Unis, c'est pas que finalement aux États-Unis, la crypto, l'expérimentation, ça fait moins peur qu'en Europe, et que finalement, ici peut-être, je crois que dans votre article, vous avez interviewé des acteurs du secteur bancaire qui disaient, nous aussi on est quand même un peu freinés parce que dès qu'on parle de blockchain, de crypto, Adli, vous disiez ça il y a quelques instants, ça fait un peu sale, on a un peu peur de s'y mettre, alors que là, c'est pas directement de la crypto, c'est on parle d'actifs réels, mais qui sont tokenisés via la blockchain. En fait, ce que a un petit peu aussi souligné Adli, ce qui est intéressant en fait avec BlackRock, c'est qu'ils tendent la main à l'écosystème crypto. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de grands asset managers, d'institutions financières qui, en coulisses, parient sur le fait que les usages qu'on reconnaît aujourd'hui dans la crypto, en fait, vont probablement être une partie des usages communs dans le futur de la finance. C'est-à-dire qu'avec son fonds tokenisé, BlackRock va proposer
à la crypto de jouer au même jeu qu'elle. C'est-à-dire qu'en fait, son BUIDL, donc son fonds tokenisé, les tokens en fait, que vous allez recevoir du fonds vont pouvoir servir de réserve pour certains protocoles de finance décentralisée. Et c'est comme ça en fait que ce produit-là va se diffuser dans la finance décentralisée. Donc, si vous voulez, il y a un petit peu deux manières de penser. C'est-à-dire qu'il y a la manière de penser qui dit qu'on va essayer de calquer en fait le système traditionnel dans la crypto, et il y a une autre manière de penser qui dit en fait les principes qu'on retrouve dans la blockchain, comme le meilleur exemple c'est le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin demain serait une réserve de valeur ? Certains disent que oui. Et en fait, parie sur le fait que demain, le Bitcoin sera considéré comme l'or. Alors que certaines institutions disent non, le Bitcoin, ce ne sera jamais une réserve de valeur, c'est trop spéculatif, c'est pas assez régulé. Donc, si vous voulez, il y a deux visions qui s'opposent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que BlackRock se situe un petit peu plus dans celle qui dit que les usages qu'on reconnaît dans la blockchain publics, en fait, seront une grande partie des usages qui composeront les principes du futur de la finance de demain. Adlit, à quelle bataille ? Donc BlackRock a lancé son fonds tokenisé, donc a pris une certaine avance, on va dire. Mais attention, c'est sur une blockchain publique Ethereum. Mais pour l'instant, ce n'est pas accessible au grand public, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut se faire whitelister, entre guillemets, par BlackRock pour pouvoir y accéder. Donc, quelque part... mais c'est aussi ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Parce que ça veut dire que là, c'est toujours quand même BlackRock qui décide qui peut y avoir accès. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que la tokenisation, c'est une arlésienne, vraiment, hein, depuis 2017. Tout le monde l'attend, la tokenisation de tous les actifs du monde, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que vraiment, là, c'est en train de prendre maintenant ? Voilà, mais la problématique, pour moi, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les cryptos ont une liquidité de dingue ? C'est que c'est permissionless. Maintenant, il y a les central exchanges se sont tous mis au KYC, etc. Donc, les gens ont quand même l'habitude de faire des KYC. Mais globalement, la friction pour commencer à échanger, elle est très faible. S'il faut commencer à s'enregistrer chez BlackRock, chez tel gestionnaire d'actifs, chez tel gestionnaire d'actifs pour accéder à des produits, ça les rend quand même beaucoup moins intéressants. C'est pour ça qu'il va y avoir des proxys. Et qu'en fait, BlackRock fait ce choix. Comme ça, ils ne prennent pas le risque de la distribution. En fait, eux, ils vont être que sur des acteurs qui, eux, vont redistribuer sous d'autres formes, comme Ondo peut le faire, par exemple. Même si Ondo, lui aussi, est dans un... Donc là, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, ça veut dire que BlackRock le propose notamment à des sociétés crypto qui, elles-mêmes, vont le proposer à leurs clients. Voilà, mais sous une autre forme, généralement. Donc ça veut dire que nous, par exemple, on pourrait potentiellement accéder à ce fonds-là tokenisé via une entreprise crypto qui serait whitelistée, du coup, par BlackRock. En quelque sorte, oui. Ça, c'est une supposition, c'est ce qu'on est en train de voir, mais c'est une supposition. Pour moi, ils n'ont pas d'intérêt à prendre le risque d'essayer de s'ouvrir trop. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à avoir des intermédiaires qui font l'ouverture totale et eux ne la font pas. Comme ça, ils ont quand même un traitement d'entités qu'ils connaissent, qui peuvent enregistrer, etc. et des gens qui vont jouer avec par-dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, ils font le pas, mais ils prennent pas trop de risques non plus ? Non, je pense que c'est même très malin d'un point de vue même stratégique pour se diffuser, justement. C'est très bien de... Là, pour l'instant... Je veux dire, un épargnant n'a pas vraiment d'intérêt à avoir des parts de fonds monétaires on-chain. C'est-à-dire que dans Revolut, il peut avoir un compte rémunéré à 5%, sur Trade Republic, sur plein de nouvelles fintech. Il va pouvoir facilement accéder à ce type de produit. C'est pas une nécessité. Et après, juste pour revenir un peu en arrière sur la tokenisation, pour le coup, en France, on a potentiellement un meilleur setup juridique. On a un meilleur environnement parce que... les shares sont vraiment des shares on-chain. Aux États-Unis, c'est encore des structurations qui sont... je ne vais pas dire qu'elles sont... c'est pas très clair. Non, c'est pas que c'est pas très clair, c'est que c'est un peu moins robuste juridiquement, on va dire. C'est pas directement l'action qui est on-chain. Alors qu'en France, on a vraiment décidé de dire un registre de titres, ça peut être total. Est-ce que finalement, l'avantage entre guillemets des Américains pour l'instant, en tout cas ce que fait BlackRock, c'est que eux collaborent directement avec l'écosystème crypto, ce qui est moins le cas en Europe, oui. Et c'est la marque aussi. C'est la marque. Ça, exactement. Alors oui, et comme disait Adli, aujourd'hui, Larry Fink, c'est un peu le grand-père de la crypto, c'est le grand parrain, c'est le grand mécène, on va dire un petit peu. Et effectivement, en fait, là où BlackRock a pris de l'avance, c'est qu'il a pris le temps, ou en tout cas il a fait le pari de discuter avec des purs acteurs crypto, ce qu'on a quand même pendant longtemps dédaigné à faire en Europe. Et c'est là où BlackRock a pris l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on va quand même être clair, la blockchain publique, la crypto, c'est un espèce d'immense laboratoire à ciel ouvert auquel, comme le disait Adli, tout le monde peut participer. Et donc c'est pour ça qu'il y a une innovation tellement foisonnante, parce que
quel que soit votre âge, quelle que soit votre identité, vous pouvez lancer un protocole de finance décentralisée, vous pouvez proposer votre idée et en fait le mettre dans l'immense bac à sable qu'est la blockchain publique, donc qu'est Ethereum. C'est-à-dire que demain, si vous avez une idée de place d'échange, si vous voulez lancer, je sais pas, un decentralized exchange, donc une plateforme d'échange décentralisée, vous pouvez le faire. Il vous suffit, entre guillemets, de coder quelque chose dans un smart contract ou dans un ensemble de smart contracts et de le lancer. Donc c'est ça la grande force de la crypto. Et une nouvelle fois, là où BlackRock et les États-Unis, donc par ricochet, ont pris de l'avance, c'est qu'effectivement, en fait, ils font le pari et aujourd'hui, ils ont la bande passante pour parler à ces acteurs crypto qui innovent. En fait, l'innovation de la finance viendra d'abord de ces acteurs-là crypto-natifs qui ensuite, il faudra forcément réguler pour pouvoir proposer ça à plus grande échelle. Et justement, en matière de réglementation, pour l'instant en Europe, on a une certaine avance entre guillemets, dans le sens où en tout cas on a des règles plus claires. Oui. Mais est-ce que finalement, on pourrait pas dire qu'aux États-Unis, est-ce que finalement c'est pas BlackRock qui fait la loi quelque part, dans le sens où, je prends le cas de l'ETF Ethereum Spot qui sera peut-être accepté. Il n'est pas accepté pour l'instant parce qu'il y a le grand débat de classification juridique, securities ou commodities. Larry Fink a déclaré récemment que finalement, même si c'est considéré comme une securities, finalement, ça pourra quand même être l'ETF Ethereum Spot pourra quand même être accepté. Est-ce que finalement, c'est pas un peu un déni entre guillemets de la réglementation est en place et de dire de toute façon, moi si je décide quelque chose, ça se fera en fait. Je sais pas si c'est c'est vrai que je pense que quand on est Larry Fink, on a quand même un petit sentiment de toute puissance vu qu'on on siège au bord de toutes les plus grandes boîtes du monde, etc. Et que la balance sheet de BlackRock est immense, le bilan de BlackRock est immense, et donc il y a peut-être un sentiment de toute puissance de dire ça se fera quand même, mais c'est surtout le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire dans le sens où le TF Bitcoin a été accepté, Ethereum est quand même là depuis un bout de temps aussi, a fait ses preuves en tant que réseau. Ce sera peut-être classifié comme une securities, ça paraît quand même malgré tout étrange que ce soit le cas ou pas. Ce qui veut dire, c'est que c'est inévitable que le marché traditionnel accède tôt ou tard à Ethereum. Si demain Ethereum est classé comme une securities, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas être tradé comme un produit financier. C'est juste que ça change sa qualification. Ce n'est pas un crypto-actif, parce qu'ils ont voulu faire cette catégorie, c'est une securities. Mais ce que veut dire, à mon sens, la Fink, c'est dire, dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, la finance traditionnelle tradera de l'Ethereum dans pas longtemps. Et nous, on trouvera comment le packager pour le mettre quelque part et le faire trader. À l'instant T, oui, pour l'instant. Donc, en Europe, on peut dire qu'en matière de tokenisation d'actifs, on a un certain retard entre guillemets. Si on faisait un match avec les États-Unis, notamment dans l'opérationnel, on est moins proche que de quelque chose qui peut être utilisé là maintenant tout de suite. Ouais. Voilà, surtout dans l'opérationnel. Est-ce que ça peut changer dans les mois qui viennent ? Oui, après oui, en fait, ça dépendra de l'audace et de cette capacité à pouvoir discuter avec des acteurs crypto-natifs. Et peut-être pour revenir à ce que vous disiez par rapport à BlackRock qui fait la pluie et le beau temps, on va dire, sur l'écosystème crypto, qui est tout puissant pour reprendre votre terme. En fait, il faut bien comprendre que même aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas JP Morgan ou Goldman Sachs qui a lancé un produit tokenisé. C'est un gestionnaire d'actifs, c'est un asset manager comme BlackRock. Et en fait, si vous voulez, la logique globale des régulateurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est de s'assurer que les particuliers soient bien au courant dans quoi ils vont investir, qu'est-ce que ça implique comme risque. Et en fait, le risque de réputation n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que souvent, que ce soit les banquiers parfois brandissent ce fameux risque de réputation, il faut bien comprendre qu'une banque joue énormément de sa réputation dans son business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des notations, vous avez qui est basée sur la réputation et sur votre capacité à justement bien traiter les processus. Et BlackRock n'a pas ce problème alors, c'est ça ? Alors, il a plutôt, évidemment qu'il a aussi ce problème, mais comme c'est un gestionnaire d'actifs, le régulateur veut vraiment s'assurer que l'investisseur particulier et même professionnel en fait ne va pas se faire arnaquer en investissant dans le produit. Donc si vous voulez, c'est pas du tout les mêmes risques. Et quand on regarde au niveau réglementaire, effectivement, c'est logique que ce soit un gestionnaire d'actifs au lieu d'une banque qui lance dans un premier temps ce produit. Et comme je disais en introduction, aux États-Unis, les banques sont un petit peu moins centrales en fait dans la distribution des produits et donc quelque part en plus en ajoutant la taille de BlackRock qui est absolument gigantesque et son influence au niveau mondial, en fait si on regarde l'ensemble de ces paramètres c'est presque logique que ce soit BlackRock qui lance un tel produit. Donc
ça m'amène à dire qu'effectivement, la partie n'est pas encore jouée et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'infrastructure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de produits opérationnels, on a pris du retard avec ce lancement. Et finalement, est-ce que le fait que BlackRock y aille, ça pourrait pas aider les acteurs européens à y aller pour le coup? Forcément. Souvent, on attend un petit peu en Europe que les États-Unis bougent. Et en fait, une fois qu'ils ont bougé, on se dit on peut y aller, ça y est, c'est ouvert. Et effectivement, en fait, ce qu'on mettait en exergue dans notre article que vous soulignez, dont j'ai parlé au départ. Vous avez parlé au début. En fait, oui, effectivement, en coulisses, là, on se dit, au sein des grandes banques européennes, il se dit, là, maintenant, faut y aller. Plus le moment de tergiverser. Donc, effectivement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il y a pas mal de produits qui étaient déjà sur les rails depuis plusieurs années, mais qui vont maintenant être rendus opérationnels et accessibles, dans un premier temps, à des investisseurs qualifiés ou professionnels. Adli Takalbataï, vous travaillez depuis plus d'1 an maintenant sur un projet de stablecoin dollar décentralisé qui devrait potentiellement être disponible avant l'été. Bientôt. Voilà, vous allez nous dire ça. C'est quoi le lien? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le lien avec cette thématique du jour qui est la tokenisation d'actifs réels? Est-ce que finalement ça ressemble un peu à ce que fait BlackRock? BlackRock non, parce que comment dire, ce que fait BlackRock, c'est donc proposer un fonds monétaire dollar on-chain, donc directement accessible sous forme de jetons, à des acteurs enregistrés, parce que bon, ils font du whitelisting. Et là, ça fait parce que, je veux juste revenir sur un petit truc à propos de BlackRock, c'est que là, on en parle et on a l'impression que du coup, comment dire, cette verticale de business, elle s'est ouverte parce que BlackRock rentre. Mais ça fait 1 an. 1 an qu'il y a des T-bills tokenisés on-chain par plein de différents issuers. Plus, ouais, effectivement. Ça fait des années qu'il y a des RWA, des prêts qui sont tokenisés on-chain aussi. Il y a Franklin Templeton qui avait déjà 300 millions on-chain sur Stellar, qui est une app retail qu'ils ont où les gens peuvent acheter des money market funds chez eux, pour déposer comme de l'épargne. Mais quelque part, là, même si ça existe avant, est-ce que l'arrivée de BlackRock n'est pas en train un peu de doper c'est l'image. Ça veut dire qu'en gros, ça va entraîner des liquidités dans le marché qui vont développer. Là, on pouvait avoir des doutes sur ces petits acteurs qui se lançaient sur ce business. Bon, quand BlackRock arrive, là, pour le coup, il n'y a plus trop de questions qui se posent, quoi. C'est le double jeu de l'acteur très connu. Oui, c'était une bonne idée. Il y a plus de due diligence à faire. Parce qu'en fait, tout le monde essaie de comprendre le setup de tout le monde. Il y a le tampon BlackRock, donc voilà. On peut y aller. Là, a priori, c'est que d'un point de vue juridique, ça doit fonctionner. D'un point de vue financier, ça doit fonctionner. Parce qu'à chaque fois, dans les cryptos, il y a cet inconnu du nouveau business. Et donc, quand je vois arriver des gens qui vont me dire moi, je fais des prêts tokenisés, alors là, les USDC envoyés, ils vont servir à financer je ne sais quelle entreprise. L'arrivée de BlackRock donne de la visibilité quelque part. C'est surtout qu'elle donne de l'assurance à ce secteur, on va dire, d'émettre des titres on-chain. Parce qu'il y avait plein de boîtes qui essayaient de le faire, mais c'était dur de leur faire confiance en quelque sorte à ces boîtes-là. Parce que vu qu'aucun gros ne le fait, c'est toujours un peu plus compliqué de se dire est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est mal structuré juridiquement? Pourquoi les gens ne l'avaient pas fait avant? C'est un énorme business, pourquoi les gros ne le font pas? Il y a toujours ce questionnement. Là, ça enlève toutes les questions. Clairement, il y aura une masse d'actifs du monde réel qui seront on-chain. BlackRock vient de le démontrer qu'a priori, c'est faisable. Ça peut s'interconnecter même avec des gens qui sont plutôt dans la DeFi. Donc, même d'un point de vue réglementaire, j'ai envie de dire, c'est pas totalement incompatible avec le monde DeFi. Donc ça montre que ce business-là n'est pas de la poudre aux yeux, même si peu de gens pensaient que c'est de la poudre aux yeux. Mais c'était très dur pour les acteurs actuels de réussir à vendre ce business en étant petit. Ça y est, finalement, on peut y aller. Il nous reste quelques instants, Adli. Oui. Est-ce que vous voulez nous dire un mot rapide du concept, en tout cas de ce que vous lancez? Bien sûr, nous, le but, c'est donc d'émettre un stablecoin qui va être... d'émettre. En tout cas, c'est des smart contracts qui les mettront et qui aura comme sous-jacent, justement, départ de fonds monétaires. À 100% garanti. Donc c'est un modèle similaire à celui qui peut être BlackRock ou Tether, mais où on essaie d'ajouter une architecture décentralisée sur ce que font BlackRock, sur ce que font Tether et Circle, pardon, pour parler de BlackRock. Et à la différence peut-être de Tether et Circle, c'est qu'effectivement, entre guillemets, si j'ai bien compris, vous allez partager en fait le rendement. Pas le rendement, parce qu'on ne peut pas partager de rendement, mais en tout cas, on veut partager la valeur avec les utilisateurs, que l'issuer il soit copossédé en quelque sorte, plutôt que parce que c'est une DAO.
plutôt qu'ils soient possédés par des tiers. C'est-à-dire que les revenus de Tether et Circle, on n'en voit pas la couleur. Et finalement, c'est nous qui faisons vivre Tether et Circle. Si vous nous rejoignez, là, on a passé le temps pour vous expliquer, mais Adli nous réexpliquera ça bien. Avec grand plaisir. En expliquant les différents acteurs, parce que là, j'ai peur qu'on fasse fuir. Mais ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas ce secteur, Louis, il nous reste 1 minute. Non, mais tout à fait. Bah alors, et ce qui est intéressant aussi avec le produit de BlackRock, c'est cette question de partage des rendements issus de la réserve. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les bons du Trésor, les obligations d'État sont à peu près aujourd'hui dans un environnement de taux élevé à peu près à 5,5. Et en fait, quand vous allez acheter ou quand vous allez détenir par exemple du DAI, ce que j'ai évoqué avec MakerDAO, en fait, vous allez avoir la possibilité de toucher une partie de ce rendement. Ce qui est plus difficile dans le monde traditionnel, et sur certains stablecoins comme Tether ou Circle, en fait c'est impossible. Parfois ils le font, mais c'est un peu sur des manières détournées, ils ne le distribuent pas eux-mêmes directement. Et la grande différence, c'est qu'effectivement, là, notamment avec le produit de BlackRock et d'autres à venir, c'est que là on peut le toucher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas en finance traditionnelle. Vous pouvez l'échanger à n'importe quel moment. Eh bien, on suivra ça, messieurs, vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale, d'avoir été avec nous. Adli Takalbatay, administrateur du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital et cofondateur de Usual, donc dont vous reviendrez nous en parler plus précisément. Merci d'avoir été avec nous. Demain 15h, c'est les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.